Salut mes chers amis, bienvenue au Ciné-Club de Rico et j'aurais envie de vous dire d'entrée de jeu, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien faites-le et n'hésitez pas de temps en temps à me mettre un petit pouce en l'air, ça fait du bien à la chaîne et ça fait du bien à mon moral, je suis content, c'est le fun, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, c'est une autre chronique cinéma où je vais vous parler principalement de ce film-là, Nosferatu de Robert Eggers, qui est sorti en 2024. Il vient de sortir en médium physique, en Blu-ray, en 4K. Vous avez vu, j'ai le Blu-ray, hein? J'ai pas acheté le 4K. Ça me tentait pas de payer 15-20$ pièces de plus pour avoir le 4K. Mais j'ai eu le bonheur de découvrir ça. Moi, je suis un fan des films de Dracula, des films de vampires. Donc, c'est une nouvelle adaptation. Après, c'est le deuxième remake du film de Murnau qui est sorti ça a été le premier film d'horreur qui est sorti dans les années 20, hein, dans les débuts du cinéma. Donc, c'est un projet de longue date de Robert Eggers et on va parcourir un peu, je vais vous dire un peu ce que j'ai pensé du Blu-ray de ce magnifique film d'horreur qui est sorti la semaine dernière en médium physique. J'ai eu le bonheur aussi de revoir un classique des années 80, Trick or Treat. C'est un film d'horreur qui mélange heavy metal et horreur. Donc, deux sujets qui me passionnent. Et je vais avoir l'occasion de vous en parler dans un petit instant. Et d'autres surprises, j'ai d'autres films que j'ai vus. Je vais vous garder la surprise dans un petit instant, mes chers amis, au Ciné-Club de Rico. Alors, on commence avec Nosferatu de Robert Eggers, qui nous avait donné il y a quelques années The Witch, Lighthouse, qui avait fait également le film de Northman. C'est un très bon réalisateur. Il fait partie des jeunes réalisateurs, des réalisateurs talentueux des temps modernes, d'aujourd'hui. Hein. Quand on pense aux grands réalisateurs d'aujourd'hui, ben Robert Eggers fait partie de cette nouvelle génération de grands réalisateurs. Et Nosferatu m'a pas déçu du tout. C'est un projet de longue date de ce réalisateur-là. Ça a sorti en 2024, vers la fin 2024, dans le temps des fêtes. Et c'est un film qui a rallié le public, la critique. C'est vachement bien foutu. Pour parler un peu de la genèse de Nosferatu, hein, si vous ne connaissez pas Nosferatu, c'est parce que vous ne connaissez pas votre cinéma d'horreur, parce que c'est le premier vrai grand film d'horreur Nosferatu. On dit à quelque part que dans l'histoire du cinéma, Nosferatu, ce serait le premier film d'horreur. Tu sais, le premier vrai de vrai. Il est sorti en 1922. Réalisé par Frédéric Willem Murnau. Donc, Frédéric Willem Murnau, qui a réalisé Nosferatu en 1922. Et la compagnie de production qui a produit ce film-là à l'époque avait pas les droits de Dracula, avait pas les moyens de se payer les droits du roman. Donc,
Ils ont fait quelque chose de particulier. On va tourner quand même l'histoire de Dracula, mais on va changer quelques petits détails, hein, notamment les noms des personnages. Jonathan Harker, dans le roman de Bram Stoker, devient dans Nosferatu Thomas Hutter. Mina Murray, dans le roman de Bram Stoker, devient Helen, et ainsi de suite. On a changé des noms. On a changé aussi quelques petits détails, parce que dans le roman de Dracula, de Bram Stoker, Dracula peut se promener à Londres sous le soleil. Il n'y a pas de problème. Il peut se promener durant le jour. Avec Nosferatu, le vampire est allergique à la lumière, il peut mourir à la lumière. Donc, ça a contribué, Nosferatu, au mythe du vampire. Et on va reprendre cette idée-là, l'idée que le vampire est allergique à la lumière. Ça va être repris dans plusieurs films de vampires, notamment dans certains films de la Hammer, même des films de Dracula qui vont reprendre cette idée-là. Donc, on va s'éloigner à quelque part dans les adaptations que va faire la Hammer de l'histoire originale de Bram Stoker. Donc, ça, c'est assez fidèle quand même au roman de Bram Stoker. Si on voit le film qu'en a fait Francis Ford Coppola, le film Son Dracula, qui était quand même assez fidèle au roman, qui était très très fidèle au roman, eh bien on retrouve les idées qu'il y avait dans tous ces films-là, ça se rejoint. Nosferatu, c'est un film qui a eu beaucoup de succès lors de la sortie. Il y avait l'acteur qui jouait Nosferatu, qui jouait Orlok, parce qu'il ne s'appelle pas Dracula là-dedans, c'est le comte Orlok. C'est nul autre que Max Schreck, c'est un acteur qui avait tourné 8 ou 9 films en Allemagne. Il avait un physique assez particulier, il était grand, il avait un faciès qui était très angulaire. Donc, on a utilisé ce comédien-là, il est devenu mythique, ce personnage-là du cinéma d'horreur est devenu, c'est passé à l'histoire. C'est un des monstres les plus inquiétants de l'histoire du cinéma. Quand on regarde le film encore aujourd'hui, c'est tellement bien filmé. La performance de Max Schreck est prenante, inquiétante. On a eu toutes sortes de mythes autour de Max Schreck. Hein? Il y a même eu un film qui a été fait autour du mythe de Max Schreck qui est sorti en l'an 2000. C'est Shadow of a Vampire, dans lequel Willem Dafoe, qui joue dans le remake que fait Robert Eggers de Nosferatu, on va en parler dans quelques minutes, jouait Max Schreck. Et le mythe était qu'on avait entretenu avec les années, c'est que Max Schreck était un authentique vampire. Donc, et vous aurez compris que Shadow of a Vampire raconte l'histoire du tournage de Nosferatu. Donc, ça a été un chef-d'œuvre qui a été perdu pendant un certain bout de temps, parce que quand le film est sorti à l'époque, la femme de Bram Stoker, la veuve de Bram Stoker, a intenté une poursuite contre la compagnie de production qui ont fait Nosferatu, parce que, justement, on avait attenté aux droits d'auteur, on avait repris l'histoire, on avait changé des choses. Donc, elle avait intenté une poursuite, et en 1928, la Universal vont officiellement acheter les droits de Dracula. On connaît l'histoire, ils vont faire un film avec Bela Lugosi, et après ça, on va faire des films de Dracula à pu en finir, mais il va y avoir une ordre de la cour pour détruire le film quand la Universal va acheter les droits. Donc, on va détruire le négatif de Nosferatu, et c'est un film qui va être perdu pendant plusieurs années. Mais à l'époque, il y avait déjà des historiens du cinéma qui savaient ce qu'il y avait entre les mains, ceux qui avaient des copies de Nosferatu savaient la valeur que ça avait. Sur le plan de l'histoire, sur le plan cinématographique. C'est une des plus grandes œuvres du cinéma expressionniste allemand. Donc, il y a des historiens, en tout cas, il y a des collectionneurs de films qui ont eu la bonne idée de mettre une copie de côté dans leur sous-sol, qui ont gardé précieusement des copies. Évidemment, au cours du temps, les copies des films, à l'époque, on coupait des négatifs. Il y a certaines copies dont on pouvait perdre certains moments du film. Et ça a été tout un travail, plusieurs années après, de retrouver ces bobines-là, de reconstituer le film. Et il y a un vrai travail de reconstitution du film qui a été fait au début des années 80. En 84, on a réussi à faire un premier montage officiel de Nosferatu. Et au cours des années, on a recherché du matériel et on a refait le montage, on a rajouté du matériel au cours des années, et pour en arriver à cette version définitive qui est à l'image de ce qu'avait fait à l'époque Murnau au niveau des couleurs, au niveau de l'ordre des séquences, du montage. Donc,
C'est un chef-d'œuvre, il n'y a pas à dire. C'est un film qu'on peut écouter encore aujourd'hui et c'est un film d'horreur qui est très, très prenant. Werner Herzog, réalisateur allemand, avait fait un remake dans les années 70 avec Klaus Kinski qui jouait le comte Orlok. Il y avait également Isabelle Adjani qui était là-dedans. Le remake était très bon également, c'était très solide, fait par un très bon réalisateur. Les idées visuelles étaient très, très belles là-dedans. Il allait explorer d'autres choses aussi, Herzog, dans le remake. Ce qui nous amène au film de Robert Eggert qui est sorti en 2024. Robert Eggert qui était, comme la plupart des grands fans de cinéma d'horreur, un fan du film original. Et depuis 2015, qui parle de faire un remake de Nosferatu. Ça devait même être son deuxième film, mais finalement, il a tourné de Lighthouse, il a tourné de Northman. Le film a été reporté quelques fois. C'était Anya Taylor-Joy qui devait jouer le rôle de Helen dans le film initialement. Il y a eu d'autres acteurs qui ont été associés au projet, mais finalement, le projet final, c'est bon, je vais le dire, hein, Bill Skarsgård qui joue le rôle du comte Orlok. Évidemment, il y a Lily Rose Depp qui est la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis qui est très très bonne là-dedans, qui joue le rôle de Helen. C'est quoi l'histoire? Pour rappeler un peu l'histoire de Nosferatu, c'est quoi? Donc, on est dans l'Allemagne en 1838, dans une ville fictive qui s'appelle Wisborg. On a le personnage de Thomas Hunter là-dedans, qui est joué par Nicolas Hoult, qui est excellent en passant dans le film, qui joue un collaborateur pour une firme de notaire qui va devoir se rendre dans les Carpates pour aller à la rencontre de nul autre que le comte Orlok, qui est un vampire, qui va le prendre en otage littéralement parce que le comte Orlok veut littéralement posséder la femme que Thomas, le personnage joué par Nicolas Hoult, la fiancée de Thomas, est dans le cœur du comte Orlok. Il veut la prendre pour sa propre fiancée. Il veut lui voler son amour. Donc, il va se diriger vers la ville en Allemagne pour établir ses quartiers dans un château. Et évidemment, il va hanter la belle Hélène. Thomas va revenir à un moment donné dans la ville. On va faire appel à un docteur qui est un spécialiste dans l'occulte, qui est joué par Willem Dafoe, qui avait joué Max Schreck dans le film Shadow of a Vampire. Donc, il y a des liens qui sont faits là-dedans. Willem Dafoe, qui est un acteur qui a joué dans Lighthouse, qui est un habitué du cinéma de Robert Eggert. On a fait un bel hommage, je trouve, au film de Murnau là-dedans. On a respecté dans la façon de filmer, on a utilisé beaucoup des ombrages sur les murs, un peu comme le cinéma expressionniste allemand. Dans la façon dont on fait bouger les personnages, notamment Lily Rose Depp, là, qui à un moment donné se contorsionne dans toutes sortes de mouvements qui donnent un peu dans le cinéma expressionniste. Donc, on a fait un bel hommage au film de Murnau, également aussi au film de Herzog avec Klaus Kinski et Isabelle Adjani. Donc, le film, en même temps, prend ses distances aussi. Il va explorer des nouveaux territoires. Il va un petit peu plus loin dans la psychologie des personnages. Et il nous présente un comte Orlok qui est vraiment effrayant. Bill Skarsgård, qui est très bon, qui est habitué à ce genre de rôle-là, qui a joué dans It, qui commence à être habitué dans des rôles de freak un peu. Mais il est très bon. Hein? Il est très, très... On sent sa présence. Il est très inquiétant. C'est un grand bonhomme... Bill Skarsgård, et il est très imposant dans le rôle du comte Orlok. L'histoire est très crédible, c'est bien, la relation entre les personnages est très prenante. Lily Rose Depp est très émouvante dans le rôle, très prenante. Donc, une belle réalisation de Robert Eggert qui rend hommage au film d'origine, mais qui en même temps nous apporte des nouvelles choses, des nouvelles pages un peu dans cette histoire-là. Donc, Nosferatu, un film que je vous recommande, je donnerais un 4.5 sur 5. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le remake de Nosferatu et ça donne envie, honnêtement, de revoir l'original et le remake. C'est trois excellents films. C'est l'histoire de Dracula, évidemment, mais quand on connaît l'histoire, le roman de Bram Stoker, on est capable de voir un peu les petites différences qu'il y a, mais grosso modo, c'est pas mal la même chose. C'est une nouvelle adaptation très luxueuse de cette histoire-là. Et c'est nul autre que... C'est vraiment magnifique.
Quand j'étais jeune, moi, j'étais de la génération du heavy metal. Hein? J'avais des posters de heavy metal partout dans ma chambre, des chanteurs avec des cheveux longs, avec du spray net dans les cheveux. J'étais un gros fan de Judas Priest. Je pense que ça paraît dans mon thème d'ouverture. J'ai de la musique de Judas Priest. J'aimais Iron Maiden, Motley Crue. C'était de ma génération. C'était la musique de ma jeunesse. Et je me reconnais dans ce film-là. Trick or Treat, qui est un film d'horreur qui est sorti en 1986, réalisé par Charles Martin Smith. Ceux qui ne savent pas c'est qui Charles Martin Smith, là, il était dans Les Incorruptibles. C'était le petit à lunettes avec le chapeau dans Les Incorruptibles. Eh bien oui, il a réalisé des films également. C'est un acteur, réalisateur. C'était sa première réalisation. Il cherchait un film à réaliser, donc on lui a offert sur un plateau d'argent Trick or Treat. Les producteurs qui avaient travaillé, entre autres, sur les derniers films de Nightmare on Elm Street cherchaient, avec le producteur Dino De Laurentiis qui a produit ce film-là, un nouveau filon à explorer dans le cinéma d'horreur. Et pourquoi pas le heavy metal? Parce que c'était la musique du diable à l'époque. Hein? Il y a eu toutes sortes de groupes qui ont eu des procès. Je me souviens que Judas Priest sont déjà allés en procès pour une chanson qu'ils ont écrite. C'était la fameuse idée que quand on jouait des chansons à l'envers, il y avait des messages cachés dans les disques. Et là, ça nous incitait à faire des choses. Hein? Dans le cas de Judas Priest, c'était 2 jeunes qui s'étaient suicidés, supposément qu'il y avait eu des messages cachés dans une chanson. Finalement, c'était de la foutaise totale. Ils ont été quand même en procès avec ça. Il y a eu d'autres groupes qui ont eu des problèmes. Donc, on a repris l'idée de la musique satanique, hein, le heavy metal. Et là-dedans, eh bien, dans ce beau petit film d'horreur bien exécuté, eh bien... c'est l'histoire d'un adolescent, hein, qui tripe sur un chanteur heavy metal qui s'appelle Sammy Curse. Et Sammy Curse, eh bien, c'est comme la grosse vedette heavy metal. Hein. Il représente un peu tous les artistes heavy metal de son époque. Il est habillé évidemment dans des costumes de cuir. Et c'est le genre à faire des messes noires. Donc, on y va à fond la caisse à explorer le côté, un peu le stéréotype du chanteur heavy metal typique qu'on voyait à l'époque. Et le personnage principal, joué par Mark Priest, s'appelle Eddie là-dedans, ce qui est un jeune à l'école qui se fait intimider par ses camarades de classe. Il se fait écœurer comme c'est pas possible à l'école. Et il trouve refuge dans la musique heavy metal. Hein? Il aime écrire à son idole Sammy Curse. Il va y écrire ses pensées. À quel point il aimerait ça se venger de ces jeunes-là qui l'écœurent à l'école. Alors, il trouve refuge dans la musique heavy metal et évidemment que c'est un jeune qui est pas bien dans sa peau. Il aimerait ça sortir avec des belles filles, mais il se fait toujours humilier à l'école. Et là, il va apprendre par-dessus le marché que sa vedette préférée est décédée. Il a fait un genre de messe noire et il est mort dans un incendie. Donc là, il a le cœur brisé et il va se réfugier à la station de radio du coin où il y a un DJ qui est joué par Gene Simmons, le bassiste de Kiss, qui va lui remettre en main propre le dernier exemplaire du disque de Sammy Curse qui contient une chanson exclusive que personne n'a jamais entendue et qui va jouer à la radio à l'Halloween. Lui, il va pouvoir l'écouter en avant-première, en primeur à la maison. Il va faire jouer ce disque-là et il y a un message subliminal évidemment caché dans le disque qui va permettre à Sammy Curse de revenir dans la réalité et d'exercer une espèce de retour satanique. Il y a comme une espèce d'idée là-dedans que il représente un peu le diable. Il va arriver à l'Halloween pour essayer de prendre son... disons, de se venger sur tous les jeunes qui ont maltraité Eddie. Donc, au début, ça fait son affaire. Hein. Il voit sa vedette préférée revenir d'entre les morts et être son allié dans un projet de vengeance qui va rapidement découvrir comme étant quelque chose d'absolument épouvantable. Hein. Dans le fond, c'est un bon petit gars. Il veut pas que personne meure. Au début, il est bien content d'exercer sa vengeance, mais quand il voit à quel point, jusqu'où ça peut aller,
il est bien découragé et il veut trouver un moyen de renverser la situation. Donc, il va se retrouver à être confronté contre sa vedette préférée de heavy metal. Mais c'est un film le fun. C'est un film qui est super trippant. C'est bien rythmé. C'est un film d'à peu près 1h30. Ça n'arrête pas. Il y a des caméos là-dedans. Il y a Ozzy Osbourne qui fait un preacher là-dedans qui est complètement contre le heavy metal, qui déteste cette musique-là, qui passe à la télévision et qui dit à quel point c'est une musique qui est dépravée, qui amène les jeunes à faire des choses épouvantables. Donc, qui joue un contre-emploi, The Osbourne là-dedans, et Gene Simmons qui fait un DJ. Donc, c'est le fun d'avoir ces caméos-là. Les acteurs sont bons, c'est bien dirigé, les effets spéciaux sont le fun aussi. Et l'acteur qui fait Sammy Curse là-dedans, qui s'appelle Tony Fields, qui est un danseur à l'époque, qui jouait dans les vidéoclips, entre autres, de Michael Jackson, qui a joué dans toutes sortes de vidéoclips de l'époque. Il y avait une formation de danseur. Eh bien, il fait une vedette heavy metal qui est très convaincante. Il est très inquiétant par sa présence. Et c'est un film qui est vraiment délicieux. Je me suis tapé avec bonheur le making-of qu'il y a là-dessus. La copie 4K. C'est un film qui n'existait pas en médium physique. Hein. Il y a eu une copie VHS qui est sortie. Pourtant, c'est un film culte, là. Il y a une copie VHS qui est sortie il plusieurs années et il y a un DVD complètement dégueulasse avec une pochette qui était refaite, qui était vraiment... on voyait Ozzy et Gene Simmons sur la pochette comme si c'était eux autres les vedettes du film, ce qui n'est pas le cas du tout, ils font des petits caméos. Donc une pochette qui était risible et un transfert qui était dégueulasse. Donc ici, on part de ça et on sort en 4K, mes chers amis, et l'image est magnifique. Et on a été généreux dans les bonus. Donc, c'est Synapse, c'est la compagnie Synapse qui nous offre une belle édition de Trick or Treat, un film d'horreur que les amateurs de films d'horreur attendaient depuis longtemps. Et c'est chose due. Vraiment magnifique. Je donne un 4 étoiles sur 5 à Trick or Treat que j'avais beaucoup hâte de revoir. I propose throwing the greatest party in the history of the school, if not the world. Let's do it! I will do everything humanly possible to ensure that the traditions of good old Lambda Alpha Eta are carried on for years to come. Hey, babe. You come here often? Zeta Alpha Mu won't stand for this sort of thing. Will we? We are talking Major League Geek-O-Rama. I gotta kick his ass! All I wanna do is drive all night and go, go, go. Everything's fine. Go, go, go. Uh-oh. Better order more beer. Dude, I am all over it. Just give me a second to wipe myself off in here. Driving all night. It all looks so perfect. I know. If I wasn't talking about myself, I wouldn't believe it either. Wait! Are you sure you don't want to stay up with me and watch Attack of the Deadly Killer Nightmare Visitors from Hell? Dans les années 80 et début des années 90, il y avait des chaînes câblées aux États-Unis qui produisaient des films qui étaient aussi destinés pour le marché de la vidéo. Il y avait là-dedans des films d'horreur, mais également des comédies potaches, des comédies sexy qui passaient dans des canaux câblés de fin de soirée. Et Assault of the Party Nerds fait partie des petites pépites de cette époque-là. C'est un film qui met en vedette notamment deux actrices qui ont été des Scream Queens de l'époque, Liana Quigley et Michelle Bauer qui jouent là-dedans. Ça se passe dans une fraternité, un peu comme dans Revenge of the Nerds. Et le problème, c'est que dans cette fraternité-là, il y a quatre membres seulement. Hein? C'est des nerds qui passent leur journée à écouter la TV, à faire des affaires de nerds. Mais il y en a un des 4 qui est un peu plus déniaisé que les autres. Il y a une blonde. C'est un gars qui a des ambitions quand même dans la vie. Et ils sont en train de réaliser que les 4 gars vont bientôt graduer, mais qu'il n'y a pas de relève pour la fraternité. Donc, ils se disent qu'il faudrait bien organiser une espèce de gros party pour
recruter des futurs membres pour que la fraternité demeure vivante. Donc, ils vont organiser un méga party à l'université avec un paquet de belles filles. Vous avez deviné l'histoire, vous avez déjà vu ce film-là 50 000 fois, mais c'est toujours le fun à regarder. Et c'est tellement con, c'est tellement niaiseux. Tu sais, même mes cellules mortes saignaient quand j'ai écouté ce film-là. Mais à quelque part, il n'y a pas de mal à, comme on dit, il n'y a pas de mal à se faire du bien. De temps en temps, mettre nos cellules sur la glace, ça fait du bien. Assault of the Party Nerds a eu une édition Blu-ray. C'est-tu Blu-ray, ça? C'est Blu-ray certain. Hein? Voyez-vous, un beau programme double. Il y a même le deuxième film dans lequel on retrouve le personnage principal, un jeune homme qui va être quelques années plus tard, je pense que la suite, ça passe 5 ans plus tard, est devenu détective privé. On retrouve toute la même gang. Lina Quigley est encore là-dedans, Michelle Bauer aussi. Donc, c'est un film à la Porky's. Hein? Il y a évidemment les nerds. Il y a les genres d'alpha, bêta, les espèces de gros gars musclés là, qui veulent casser la gueule aux nerds. On reprend vraiment les idées qu'il y a dans Revenge of the Nerds. C'est un film de nerds avec une histoire qui fait penser à peu près tout ce qu'on a vu dans ce genre de film-là. Mais quand même, c'est le fun. Si on aime ce genre de film-là, ça peut faire partie des achats qu'on va faire prochainement. Donc, vous voyez que moi, je suis un fan de ce genre de cinéma-là. J'aime ça. J'aime tous les genres de films, dans le fond. Hein. Et ça s'écoute bien. Mais croyez-moi que c'est niaiseux, et c'est niaiseux longtemps. Okay, what's the problem? I got called for jury duty. The Kendall Carter case. They found her body in a creek bed about a quarter mile from Rowdy's Hideaway last October. What are you telling me? Maybe I didn't hit a deer. I don't know what to do. You were at a bar and you had a drink. Yes, but I didn't touch it. Doesn't matter. Given your history, there isn't a jury in the world that would believe you were sober. But if I was coming forward voluntarily, that has to count for something, right? If I come forward and I tell them the truth. With your prior DUIs and the fact that you were at a bar gives the state reason to charge you with first-degree vehicular homicide or even felony murder. That's 30 years to life. What? If you were to come forward right now, you would be completely screwed. That's it? J'ai vu Juré numéro 2, le dernier film de Clint Eastwood que j'ai écouté en fin de semaine dernière. Je ne l'ai pas en médium physique, je l'ai écouté à la télévision avec Nicholas Hoult et Toni Collette. C'est une histoire qui ressemble un peu à 12 hommes en colère. Ça se passe durant un procès. C'est un personnage qui s'appelle Justin, qui est un futur père de famille. Sa femme est enceinte jusqu'au cou. Elle est sur le bord d'accoucher. Et lui, il va être appelé à être juré sur une cause, sur une affaire de meurtre qui est hyper médiatisée. Et le pauvre jeune homme, qui est joué par Nicholas Hoult, qui joue également dans Nosferatu, eh bien, il va être pris avec un méchant dilemme moral parce qu'il arrive au procès et quand on commence à raconter l'histoire de ce qui s'est passé ce soir-là, il réalise que non seulement il était au bar le soir où la tragédie est arrivée, mais qu'après, il a pris sa voiture et il avait l'impression d'avoir frappé un cerf avec sa voiture parce qu'il pleuvait, il faisait pas tellement beau. Et finalement, c'était peut-être pas un cerf qui avait frappé. Hein? Il réalise lors du procès et il serait peut-être l'auteur c'est peut-être lui qui a causé la mort de la victime. Donc, il va être pris avec tout un dilemme moral. Et on voit le jury qui est prêt à condamner d'entrée de jeu le bonhomme qui a un passé assez sombre, hein, qui a l'air d'un bum un peu. Donc, on veut tout de suite l'envoyer en prison pour la vie. Mais lui, il a des remords et il essaye d'aller un peu à l'encontre du jury. Donc, on se retrouve dans une intrigue qui est un peu comme 12 hommes en colère, où on a la majorité du jury qui est prêt à voter coupable, et lui qui vote non coupable. Donc, il doit convaincre tout le monde, il doit essayer de convaincre tout le monde, il doit les rallier un peu à sa cause, parce qu'il y a des évidemment, il est pris avec ce dilemme moral-là.
On se demande tout le long du film, est-ce qu'il va admettre, est-ce qu'il va avouer ce qu'il a fait, où ça va aller cette histoire-là. Donc, c'est intéressant. C'est pas un grand film de Clint Eastwood, c'est pas un de ses plus grands films, mais on va y pardonner quand même. Clint Eastwood, il est rendu quand même à 95 ans, il tourne encore des films. À 95 ans, connaissez-vous du monde encore qui sont actifs, qui font encore qui travaillent encore? Clint Eastwood est encore sur les plateaux de tournage puis il tourne des films. C'est quand même exceptionnel. Et il a tourné quand même un bon film, même si ça ne fait pas partie de ses plus grandes œuvres. On sent que c'est un film plus... disons que c'est une intrigue assez convenue, qui est quand même intéressante. Il y a quelques revirements où je me suis posé la question, est-ce que c'est crédible? Hein? Est-ce que c'est... Il y a quelques moments dans le film où je me suis dit, bon, ça frôle un peu je suis pas certain que c'est crédible, mais quand même, le film est divertissant et on passe quand même un bon moment et ça vaut la peine. C'est la dernière réalisation probablement à vie de Clint Eastwood. Le studio voulait le sortir évidemment directement en streaming et heureusement, ils ont décidé de le sortir quand même au cinéma. Il faut respecter Clint. Hein? Le studio Warner Brothers, il a tellement fait de choses pour eux, donc c'était une bonne chose quand même qu'ils sortent au cinéma, même si le film n'a pas connu beaucoup de succès. Mais quand même, un bon petit film honnête, je donnerais un 3 étoiles sur 5 à Juré numéro 2, que sans triper, sans dire que j'ai tripé, que j'ai vraiment capoté ma vie, j'ai aimé ça quand même. Look at that. What's something like that worth? Well, I don't know exactly what you got there. 8 or 9 ounces, 22 karat gold. Good pearls. Play it quiet, maybe $7,500 on the market. Less breakdown and melting costs. You wouldn't melt down a beautiful thing like that, would you? No, I wouldn't, but there are those who would. And the ocean's not a jewelry store. You don't get no receipts. Got to prove that that's authentic. Well, anybody can see it's authentic. No, you don't understand me, boy. There's a lot of counterfeit on the market today. I mean, it's real gold, it's real gems, but it's false. Now, you have to establish a provenance. You got to do that first. You got to find a proof that it's real. Now, if we could find in here a verifying record or description of any piece down there, that makes it all worth a bloody fortune. Connaissez-vous ce film-là, The Deep? En version française, ça s'appelle Les Grands Fonds. Au Québec, nous autres, ça s'appelait Les Chiens de mer. C'est un film qui met en vedette Jacqueline Bisset, Nick Nolte. Il y a également là-dedans Robert Shaw qui était dans Jaws. Et la présence de Robert Shaw n'est pas innocente, hein, parce que c'est adapté d'un roman de Peter Benchley qui avait écrit Jaws, qui avait été le plus gros succès du cinéma quand c'est sorti en 73, je pense, ou 74. Donc, ça a été le plus gros ça a été le premier gros blockbuster au cinéma. Et quand le film est sorti et qu'il y a eu le succès qu'on connaît, eh bien, la Columbia Pictures a décidé d'acheter d'avance les droits du prochain roman de Peter Benchley qui allait sortir, qui était The Deep. Qui raconte l'histoire, eh bien, on est aux Bermudes au début du film avec 2 plongeurs amateurs qui sont joués par Nick Nolte et Jacqueline Bisset, qui sont à la recherche de trésors et ils vont se heurter à des criminels locaux parce qu'ils vont découvrir par inadvertance la cargaison secrète d'une épave qui date de la Deuxième Guerre mondiale, qui contient notamment des trésors cachés. Donc, il y a un mafieux du coin qui est joué par Louis Gossett Jr. qui va lui mettre des bâtons dans les roues. Ça va devenir un film d'aventure, un film d'exploration sous-marine. Et c'est un film qui a quand même une certaine importance parce que dans ce film-là, on a créé toutes sortes de dispositifs pour filmer en dessous de l'eau. C'est des dispositifs qui vont être repris dans d'autres films, mais on a innové sur la façon de filmer des scènes sous-marines. On a créé des caméras pour ça, des systèmes d'éclairage en dessous de l'eau. Donc, c'est un film qui a été très innovateur à ce niveau-là. Et les acteurs sont bons. Nick Nolte qui est tout jeune là-dedans. Jacqueline Bisset qui est à tomber par terre, comment elle est belle. Et d'ailleurs, il y a une anecdote dans le film. Apparemment que c'est le film qui aurait parti la mode des wet t-shirts. Parce que on la voit ici. Vous allez voir, on voit un petit peu Jacqueline Bisset sur le petit document qui est à l'intérieur. C'est Jacqueline Bisset était, comme je vous dis, à tomber par terre et on la voit au début du film nager avec un t-shirt et on voit à travers le t-shirt. Donc,
c'est un film qui est devenu populaire, pas juste à cause de Jacqueline Bisset, mais entre autres, hein, les wet t-shirts sont devenus populaires grâce à ça. Hein, le producteur Peter Guber dit qu'il en a fait de l'argent avec cette scène-là de t-shirt qui a fait parler beaucoup de monde. D'ailleurs, il y a eu des annonces dans Playboy Magazine pour ça. Hein, à quel point on exploitait l'image de Jacqueline Bisset. Mais le film est un film d'aventure tout à fait honnête. C'est pas un grand film. Moi, j'ai pas tombé par terre à écouter ça, mais quand même, j'ai passé un bon 2 heures. Les acteurs ont vraiment pris des cours pour aller faire de la plongée sous-marine pour apparaître eux-mêmes. Quand on les voit en dessous de l'eau, c'est eux qu'on voit. C'est Nick Nolte, c'est Jacqueline Bisset, c'est Robert Shaw. Donc, c'est bien filmé. C'est Peter Yates qui a réalisé ça. C'est un film d'aventure, mais tu sais, c'est... Il y a des péripéties, mais c'est beau de voir les images sous-marines. C'est pas un grand film, comme je vous dis, mais c'est un film qui s'écoute bien. Et il n'y aura pas d'autres succès à l'image de Jaws, hein, avec les œuvres de Peter Benchley. Il va en avoir d'autres, des adaptations. Il y a The Island qui est sorti également. Donc, on va se lancer, hein, les studios, à essayer de faire plein d'adaptations des romans de Peter Benchley, mais jamais aucun de ces films-là va arriver à la cheville de Jaws. Donc, c'est un bon petit film qui est sorti chez l'éditeur 101 Films. Il y a des bonus également. Il y a 2 versions du film. Il y a en tout cas des scènes coupées. C'est un film qui est super bien. Et juste pour Jacqueline Bisset en t-shirt blanc, ça vaut la peine. T'es un collectionneur de films? Tu veux pimper ta collection? OnRegardeUnFilm.com est le site par excellence pour acheter au meilleur prix du marché des DVD et Blu-ray neufs et usagés. Que tu sois fan de cinéma d'action, de comédie ou de grands classiques du cinéma, OnRegardeUnFilm.com vous propose une sélection de plusieurs dizaines de milliers de films pour tous les goûts. Livraison partout dans le monde au meilleur tarif de livraison disponible. Profitez d'un rabais additionnel de 10% lors de vos achats en entrant le code promo Club Rico. OnRegardeUnFilm.com, la plateforme de vente de tous les amoureux du cinéma. Donc, ça fait le tour, mes chers amis, pour le Ciné-Club de Rico aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Mettez-moi des petits pouces en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et allez faire un tour, hein, allez voir les autres vidéos qui sont sorties dernièrement. Vous irez voir Horreur Obscure, c'est le fun. Je parle de films d'horreur un peu plus, des films d'horreur moins connus. Vous allez voir, il y a des extraits, c'est trippant. Ça prend 18 ans et plus. Je sais pas pourquoi YouTube, il y a des scènes, quand il y a des scènes violentes, des scènes un peu érotiques, et ils mettent ça 18 ans et plus. Mais il n'y a rien pour écrire à sa mère là-dedans. Là. Et vous allez voir, il y a beaucoup de rubriques différentes sur le Ciné-Club de Rico. Mais c'est toujours pour l'amour du cinéma, pour le plaisir. J'ai même fait un petit palmarès. La dernière vidéo, j'ai fait un petit palmarès des James Bond, de mes James Bond préférés, du pire au meilleur. Et ça a fait jaser, évidemment. Il y a des gens qui m'ont écrit « T'es dans le champ, ça n'a pas rapport, ton classement est... » Mais un classement, c'est très personnel, hein. Et vous avez autant raison. Moi, si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement, c'est bien correct. Hein? Moi, je vous dis les films que moi j'ai préférés. Mais je ne suis pas pour vous dire, je suis pas pour vous faire un classement différent de ça. C'est les films que j'ai aimés. C'est ceux-là que j'aime le plus dans cet ordre-là. Donc, et puis c'est des films que j'ai vus souvent, les James Bond. Donc, ça serait le fun d'aller voir la vidéo et de mettre votre palmarès, peut-être pas des 25 meilleurs, mais de votre top 10 des meilleurs James Bond. Et on aura l'occasion peut-être d'en reparler prochainement de James Bond, parce que là, Amazon a racheté la franchise. Ils vont sortir des nouveaux James Bond. Donc, il y a des acteurs qui ont été approchés pour jouer James Bond. Je vais vous dire prochainement un peu ce que j'en pense un peu de James Bond, de ce qu'il devrait faire peut-être avec cette franchise-là. J'ai une idée assez précise de ce que devrait être le James Bond d'aujourd'hui. Et donc, c'est un plaisir de faire cette vidéo-là pour vous et je vous convie dans quelques jours pour d'autres beaux sujets sur le cinéma. Alors, salut tout le monde et merci d'être là et à la prochaine!